On imagine souvent que devenir joueur de tennis professionnel, c'est décrocher la belle vie. Parcourir le monde chaque semaine, collectionner les titres, accumuler les millions en prize money, en sponsors, dormir dans les plus beaux hôtels et manger dans les meilleurs restaurants. Bref, la vie de rêve. Ça, c'est ce qu'on pourrait croire et ce que beaucoup s'imaginent. Et pourtant, si je vous disais que cette image est totalement fausse pour 95% des joueurs, que certains, pourtant classés dans le top 200 mondial, galèrent à payer leur billet d'avion, que des pros, au sens strict du terme, vivent avec moins qu'un SMIC une fois tous leurs frais payés. Ou pire, que certains perdent de l'argent chaque mois, chaque année. Aujourd'hui, on va déconstruire un mythe bien ancré. Celui du joueur de tennis millionnaire par nature. Celui du sport égalitaire où le talent suffit. Et on va vous montrer la réalité, à savoir ce que gagne vraiment un joueur de tennis. Parce que derrière les noms clinquants de Federer, Nadal, Djokovic, il y a des centaines, des milliers de joueurs dont personne ne parle. Des joueurs classés 150e, 200e ou 300e mondial qui s'entraînent comme des fous, voyagent non-stop et pourtant peinent à gagner leur vie. Le tennis est un sport d'élite au sens littéral du terme. Une pyramide où seuls les tout premiers vivent confortablement et où les autres survivent. Les médias mettent en avant les têtes d'affiche et les prize money records en grand chelem font oublier que la majorité des joueurs ne voient même pas la couleur d'un tableau principal. Alors on va tout vous montrer. Les chiffres réels, les coulisses du modèle économique d'un joueur de tennis, on va comparer ce que gagne un top 10 à ce que gagne un joueur classé 250e. On va parler des dépenses, des sacrifices et des désillusions. On va parler de ceux qu'on n'invite jamais sur les plateaux, de ceux qu'on n'entend jamais mais qui sans eux n'existeraient pas les stars. C'est un éclairage qu'on vous propose aujourd'hui. Un éclairage sur un sport passionnant mais impitoyable. Et ce qu'on va découvrir ensemble, c'est que dans ce sport, la vraie performance, c'est peut-être juste de tenir année après année sur le circuit. Quand on pense à un joueur de tennis professionnel, on pense tout de suite à Federer, Nadal, Djokovic. Des légendes qui incarnent l'image d'un sport luxueux et élitiste. Federer, Nadal et Djokovic cumulent à eux trois plus d'1 milliard d'euros de revenus sur l'ensemble de leur carrière. Ils ont signé avec les plus grandes marques du monde. Rolex, Uniqlo, Lacoste, Mercedes, Crédit Suisse et j'en passe. Ils sont devenus des ambassadeurs, des icônes mondiales. Federer avec Rolex, Uniqlo, Djokovic a fondé sa propre fondation, Nadal a son académie à Manacor, et chacun possède des villas à Dubaï, à Monte-Carlo ou sur des îles privées. Leur routine s'articule donc autour de voyages en jet, de sorties luxueuses accompagnées d'un staff complet, le tout possible grâce à des prize money délirants accumulés pendant des années. Et ça continue, parce que juste en 2024, Yannick Sinner a gagné plus de 30 millions de dollars grâce à ses résultats et ses sponsors. Et pour beaucoup, c'est ça le tennis. Des joueurs qui jouent à Roland-Garros, à Wimbledon, et qui gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est exactement là que le mythe commence. Parce que ce qu'on dit pas, c'est que ces joueurs-là sont l'exception, pas la règle. Ils ne représentent absolument pas le tennis professionnel. Simplement la crème d'une élite mondiale ultra sélective. Pour un Federer, il y a 1000 joueurs qui ne verront jamais un contrat publicitaire. Pour un Djokovic, il y a des centaines de joueurs qui rêveraient simplement de passer le premier tour d'un grand chelem. Le tennis professionnel, c'est une pyramide, et seul le haut de cette pyramide reçoit la lumière et l'argent. Les autres restent dans l'ombre et doivent survivre. Donc le tennis professionnel, c'est la loi du plus fort. Mais dans l'imaginaire collectif, on reste persuadé que joueur pro égale vie de rêve. Parce que les images qu'on voit, ce sont les trophées levés sous les projecteurs, les flashs des photographes, les Richard Mille et les Rolex en or au poignet. Personne ne filme le 300e mondial qui dort dans un Airbnb miteux au fin fond de l'Asie, après un premier tour perdu en tournoi futur. Personne ne montre les dizaines de mails envoyés pour chercher un sponsor local qui couvrirait 2 semaines de tournoi. Et pourtant, c'est avant tout ça le tennis professionnel. Alors on va vous montrer tout ce qu'il faut traverser avant d'y arriver. Ou plutôt avant d'abandonner. Parce que les stars du tennis ne sont pas seulement riches, elles sont rares. Et c'est cette illusion collective qu'il est temps de déconstruire. Elle, c'est Pauline Payette, une joueuse de tennis professionnelle montée jusqu'à la 577e place mondiale, actuellement 40e meilleure française. Elle est également coach pour tous les publics, et connaissant parfaitement ce tennis de second rang, elle nous partage son expérience. Moi, j'ai déjà eu ah, mais toi, avec ton salaire, et vu comment tu voyages, tu dois être super bien. Et bah non, ouais, évidemment que c'est arrivé plusieurs fois. Les gens s'imaginent que on a un club ou une fédération qui paye tout pour nous derrière et qu'on débourse 0 €. Donc ouais, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me dise
qu'on me demande si j'étais riche. Donc on se rend compte qu'il y a un vrai décalage entre ce que beaucoup pensent du tennis professionnel et la réalité qui est beaucoup plus brutale. Mais ce qu'il faut souligner dans le tennis, ce sont les dépenses qui sont directement aux frais des joueurs et joueuses. Un joueur classé 100e mondial peut espérer gagner plus ou moins 1 million de dollars par an. Mais ça, c'est le brut avant impôt. Lui, c'est Thomas Drouet, coach sur le circuit professionnel depuis 13 ans, qui a vu l'envers du décor des finances dans le tennis. Je pense que déjà, la plus grande erreur, c'est qu'on voit, quand on regarde des prize money, des tournois, par exemple, c'est énorme, hein, des millions, surtout sur les grands chelems et tout ça. Mais quand on regarde, en fait, combien a gagné un joueur, le prize money, c'est brut. Il faut à chaque fois retirer un pourcentage, et ça dépend des pays. Donc il y a des pays, par exemple aux États-Unis, pour ceux qui ne sont pas résidents américains, à la source, ils gagnent 100 000 $, à la source, boum, on leur retire 35 000. Donc peut-être que c'est marqué 100 000 $ de prize money, mais le joueur, on a déjà plus que 65. Une fois les impôts payés, il faut déduire les frais de déplacement, les hôtels, le salaire du coach, le matériel, et si on descend entre la 150e et la 200e place mondiale, les revenus passent à environ 500 000 $ par an. Et en dessous du top 300, on passe en dessous de 100 000 par an sur une année entière avant de payer tout ça. Et contrairement aux sports collectifs comme le foot, le rugby ou le basket, où même un remplaçant touche un salaire fixe chaque mois, dans le tennis, il n'existe aucune sécurité salariale. Aucun contrat, aucun revenu garanti, c'est un sport où tout dépend du résultat. Tu gagnes, tu touches, tu perds, tu repars avec quasiment rien. Mais Pauline, imaginons que tu te blesses. Qu'est-ce qui se passe financièrement ? Et ben financièrement, t'as zéro. T'as zéro et c'est ça qui est hyper dur, c'est qu'on n'a aucune sécurité. Et ce qui est dommage en France, c'est qu'on n'a pas que notre statut finalement de joueur de tennis, de joueuse de tennis professionnelle, est considéré comme une entreprise. Et ça, c'est un peu dommage parce que on pousse notre corps, on pousse tout dans ces retranchements pour essayer d'en vivre. Et finalement, le jour où on se blesse, on a que les yeux pour pleurer. Puisque déjà, au niveau moral, c'est dur de se blesser, on peut pas s'entraîner, on peut pas jouer en tournoi. Et en plus de ça, sur l'aspect financier, il y a rien qui tombe aussi. C'est un sport déjà où t'es pas salarié. Moi tu sais, j'adore le cyclisme et tout. J'ai un copain là, il a pris une boîte et il s'est pété la clavicule. Pendant 3 mois, il va quand même toucher son salaire. Voilà, moi, ma joueuse, quand elle s'est fait le ligament du genou pendant 6 mois, elle a touché 0. Alors ce système peut sembler logique à première vue, mais il devient brutal une fois qu'on se met à leur place. Si t'es blessé, t'as pas d'indemnité, pas de dédommagement, pas de sécurité. Autant dire que tu dois éviter la blessure à tout prix. Mais au-delà de ça, c'est la course au point et à l'argent. Prenez le 180e mondial. Il est professionnel, c'est un des meilleurs du monde. Il dispute des tournois ATP, parfois des qualifications en grand chelem, il s'entraîne avec un coach, il voyage à travers le monde, il dort dans des hôtels, et se bat pour gratter des points qui feront une énorme différence en fin de saison. Et s'il performe pas chaque semaine, il ne gagne presque rien. Aucun revenu. Et quand on compare ce modèle avec d'autres sports, l'écart devient vertigineux. En NBA, même un joueur qui reste sur le banc la plupart du temps, il va quand même toucher ses millions. Selon les chiffres de Sporting Intelligence, un joueur en NBA touche en moyenne 4,2 millions de dollars par an. En Ligue 1, le salaire moyen avoisine les 40 000 € par mois. Donc même un remplaçant qui reste sur le banc ou un joueur blessé tout le mois, pas de problème, le salaire tombe. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces autres sports, globalement, on a un système structuré, encadré, avec des syndicats, des ligues et des assurances collectives. Un joueur de tennis, il est indépendant, c'est un freelance, c'est un auto-entrepreneur à part entière, et sans mutuelle, sans congé payé, sans chômage ni RSA. Donc il y a le manque de sécurité financière, il y a l'épée de Damoclès permanente qui est la blessure dont on a parlé. S'il y a blessure, plus d'argent. D'ailleurs c'est pour ça que beaucoup prennent des risques insensés, à savoir jouer un peu blessé, forcer sur un genou fragile, revenir trop tôt pour limiter les pertes, voire même retarder une opération. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le luxe de s'arrêter. Et il faut se rendre compte des prize money en tournoi futurs, qui sont dérisoires. On parle de quelques centaines d'euros, quand en face les frais s'élèvent à 1000-1500 €. Donc on n'y est pas du tout. L'hôtel, les billets d'avion, c'est vraiment et c'est incompressible. Enfin, on peut pas y échapper. C'est ton job de voyager, quoi. Donc après, tu rajoutes la même chose pour ton coach, en frais. T'imagines le budget si tu rajoutes encore une personne? Tu multiplies par 3, quoi. Donc tu montes, donc là, tu montes à 100, enfin, 150, d'ordre. 150. Voilà. Donc une carrière de tennisman, c'est ni plus ni moins une entreprise à risque. Tu mets 100 à 150 000 € par an sur la table sans aucune garantie de retour. Alors le rêve est là, parce que tu te donnes les chances de jouer Roland-Garros, Wimbledon. Mais là, on parle d'un rêve suspendu à un fil. Et souvent, c'est pas la fatigue ou l'échec qui stoppe une carrière, c'est juste le compte en banque.
On entend souvent que le tennis est un sport qui rapporte, et c'est vrai, mais pour une poignée d'élus. Si on regarde les chiffres en 2024, le top 10 vit dans un autre monde. Ils accumulent les millions, donc ça alimente l'illusion que dès que tu entres dans le monde professionnel, t'es forcément à l'abri du besoin. Mais ce fantasme ne repose que sur 10 joueurs. 15 joueurs dans le monde. Dès qu'on descend dans le classement, la réalité devient beaucoup plus rude. Le joueur moyen du top 100 gagne en moyenne entre 500 000 et 1 million de dollars par an, ce qui est un chiffre impressionnant, mais qui suppose une saison complète, sans blessure, et avec des résultats constants. Il faut performer tout le temps. Et même dans le top 100 en lui-même, les écarts sont énormes. Dans la vidéo de nos collègues en tribune, on apprend qu'en 2024, Yannick Sinner a gagné 15 fois plus que le 50e mondial et 26 fois plus que le 100e mondial. Et si on descend encore, c'est la dégringolade. Un joueur classé autour de la 200e place mondiale gagne environ 500 000 dollars par an. C'est bien, mais c'est avant impôt et surtout avant les frais engagés pour faire cette saison. Ce sont les revenus bruts, qui ne prennent pas en compte le coût des voyages, du staff, du matériel, des soins, des hôtels, pire encore. À partir de la 300e place mondiale, le tennis devient un gouffre financier. Le 300e mondial gagne entre 100 et 150 000 dollars à l'année, mais les frais pour la saison complète viennent complètement étouffer ses gains. Donc pour comprendre ce que gagne un joueur de tennis, il faut commencer par analyser ses dépenses. Première ligne de dépenses, le coach. Un coach, on va dire, c'est variable, hein. Mais on va dire entre 1000 et 5 000 euros la semaine. Mais bon, on n'est pas payé sur 52 semaines. Hein. T'es payé, tu fais entre 35 et 40 semaines. Je pense qu'un très bon coach, tu ne l'as pas pour 1000 euros par semaine. Parce qu'un mec qui voyage partout dans le monde, qui sacrifie sa vie de famille pour 40 000 euros par an, pareil, hein, 40 000 euros pour le salaire du coach, faut enlever les taxes derrière, hein, c'est pas 40 000 euros dans sa poche. Tu vois, un bon coach, je pense que c'est au minimum 2 000 euros par semaine. Alors certains joueurs se partagent leur coach pour réduire les coûts, d'autres se contentent de suivi ponctuel, mais dans un sport aussi technique et tactique, faire sans coach, c'est partir avec un désavantage. Ensuite viennent les frais de transport et d'hébergement. Les plus gros postes de dépenses, c'est les billets d'avion. Un joueur hors top 100, il va voyager dans le monde entier comme un top 100. Donc en fait, ses coûts de voyage vont pratiquement être les mêmes. Moi, je pense qu'il faut compter environ de voyage, hein, juste pour lui, entre 30 et 40 000 euros. Et sans voyager en business class et tout ça, hein, en essayant de faire tout au rabais. Parce qu'en plus, on ne peut pas prévoir les dates. Les tournois s'enchaînent, on ne sait pas quand on va perdre. Et parfois, donc du coup, tu te retrouves à payer des billets d'avion. Par exemple, je me souviens une fois... ma joueuse fait demi-finale à Dubaï et elle a enchaîné avec Doha. Et elle perd le soir, elle regarde tous ses billets d'avion, mais les billets d'avion avaient triplé en quelques heures parce qu'il y avait plus de place. Mais il faut bien se rendre, on va pas y aller en bateau. Donc voilà, ça c'est pioché sur ton prize money. Donc ça, l'hôtel, les billets d'avion, c'est vraiment et c'est incompressible, enfin, on peut pas y échapper. Et ces chiffres grimpent très vite si le joueur est accompagné d'un staff, d'un préparateur physique, d'un kiné. Certains joueurs dépensent des centaines de milliers de dollars par an rien que pour les déplacements. Et à ça, il faut ajouter les dépenses dites annexes mais indispensables. Je peux te les citer, t'as tout ce qui est récupération. Voilà, quand t'es en tournoi ou quand t'es à l'entraînement, il faut payer les massages, il faut payer la cryothérapie, parce que ça c'est pareil, ça fait partie de ton job, de récupérer, voilà, quand tu vas voir les kinés, tout le matériel que tu peux acheter aussi, les bottes de compression et tout ça, bon, c'est une fois et après tu peux voyager avec. Tout ce qui est en rapport avec la recherche de la performance. Les gels, la nutrition, tout ça, si t'es pas sponsorisé, t'imagines ce qu'on consomme en boisson énergétique par an? Voilà quoi, il y a tout ça. Résultat, on a une équation intenable. Un joueur classé au-delà de la 200e place mondiale peut très bien finir sa saison à 0, ou même dans le rouge, donc certains sacrifient leurs économies. Et chez les femmes, c'est encore plus brutal. Les joueuses classées entre la 100e et la 300e place mondiale gagnent entre 30 et 50% de moins que les hommes au même rang. Sans aucune garantie de revenus, la WTA ne propose pas de salaire minimum, pas de fonds de soutien, une inégalité qui pousse certaines joueuses prometteuses à abandonner. Sur ma meilleure semaine, donc j'avais fait finale en simple et gagné le double, ce qui est quand même une belle semaine. Je pouvais faire un peu mieux en gagnant la finale, mais bon voilà, j'étais quand même pas loin de la semaine parfaite. Et en retirant tous les frais, j'avais gagné 200 € sur la semaine. Alors comment tenir quand on gagne aussi peu? La réponse est simple, on bricole, on s'adapte. Et pour beaucoup de joueurs hors top 100, la survie passe par des solutions parallèles. Donc sur le circuit CNGT, où là pour le coup il y a moins de frais que sur le circuit international, tout simplement parce que déjà les tournois sont plus courts, c'est-à-dire que les CNGT on va jouer sur 3 jours maximum.
Donc on aura maximum 3 nuits d'hôtel. Souvent, les nuits d'hôtel sont prises en charge par les tournois. Donc moi, ce que je vais prendre en charge, ça va être le déplacement. Donc si j'y vais en train, le billet de train. Si j'y vais en voiture, le péage et l'essence. D'autres joueurs se convertissent partiellement en coach pour amateurs, donnent des cours particuliers, animent des stages, monétisent leur image sur Instagram ou YouTube et créent leur propre marque. Donc c'est la jungle. Chacun se démerde alors qu'on parle quand même de sportifs professionnels là. Quant aux sponsors, eux aussi regardent le classement. Et pour les joueurs au-delà de la 100e place mondiale, c'est très difficile d'attirer des marques internationales. La visibilité médiatique est trop faible, donc ça devient un cercle vicieux. Faute de moyens, certains sont obligés de se séparer de leur coach en pleine saison, pas pour des raisons sportives, mais parce qu'ils ne peuvent plus le payer. Et plus t'es bas, plus tu dois lutter pour chaque euro, chaque point. Au tennis, les revenus ne sont pas seulement inégalitaires, ils sont structurellement inaccessibles à la majorité. C'est un sport où on peut être 200e mondial, 250e mondial, et ne pas vivre de son métier. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte ce sport à notre manière. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications de chaque vidéo qui sort. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a mis en place une campagne de financement participatif. Donc si tu souhaites soutenir le projet et soutenir ma 2e année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un don à la hauteur de tes moyens, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Maintenant, si on compare les revenus d'un joueur 200e mondial à celui d'un salarié classique, le verdict est sans appel. En 2025, le salaire moyen net en France est de 2500 € par mois, soit 30 000 € net par an. Un joueur de tennis classé entre la 200e et la 300e place mondiale, une fois qu'il a payé son coach, ses billets d'avion, ses hôtels, son matériel, ses soins, ses cordages, ses repas, il faut savoir qu'il lui reste très souvent moins que le SMIC. Certains bouclent leur saison avec 15 000 € parfois, 12 000 €. Un joueur dans les 200 et un petit peu au-delà, une fois qu'il a enlevé toutes ses dépenses, toutes ses charges, est-ce que tu penses qu'il est au-dessus d'un SMIC ou pas? Non. On les appelle les smicards du tennis, c'est pour une raison. C'est un peu péjoratif. Non, parce que ils bossent, les gars, c'est ça. Ok, il y en a certains, c'est des tirs au flanc, il y en a, ils optimisent pas tout ce qu'ils pourraient faire, on sait, ok. Quand tu t'entraînes 6-7 heures par jour, que tu fais ça 6 jours par semaine, il y a combien de gens qui bossent plus de 40 heures par semaine? Plus les voyages, plus les sacrifices où tu vois... Parce que ces mecs qui sont 200, 300, 400e mondiaux, ils voient pas leur famille non plus. Hein. Ils sont dans des chambres d'hôtel, c'est pas des 4 étoiles aussi. Quand tu vois ça, je l'ai fait, hein, j'ai été dans des tournois en Afrique où l'eau, elle coulait orange. Hein. Là, t'as pas envie d'y rester longtemps, t'as envie de vite progresser au classement donc tu t'entraînes comme un chien, t'es sérieux, tu dors bien, tu vas pas faire des futurs pour faire la bringue avec tes potes, tu vois, parce que c'est ça aussi, hein, faut pas oublier. Hein. Et ce sont pas des cas isolés, ce sont les standards du circuit ITF et Challenger. En réalité, la plupart des joueurs classés autour de la 300e place mondiale sont déficitaires. Ils terminent l'année plus pauvres qu'ils ne l'ont commencé. Et ce, malgré leur statut professionnel. Et c'est là que le contraste devient vertigineux. On parle d'un sportif qui est parmi les 300 meilleurs au monde dans un sport pratiqué par des millions de personnes. Et pourtant, il gagne moins qu'un poste de débutant dans la grande distribution, moins qu'un serveur en CDI, moins qu'un jeune prof contractuel. Et en plus, il a pas de contrat, pas de mutuelle, pas de congé payé, pas de cotisation de retraite, rien. Juste des semaines à jouer sa survie financière, parfois sur un tie-break. Mais c'est pas tout, parce qu'un joueur classé au-delà du top 100, s'il veut simplement tenir sur le circuit, il peut pas se contenter d'être un athlète. Il doit aussi être son propre agent, son propre comptable, community manager, commercial et DRH. Il devient une entreprise à lui-même, où la raquette n'est qu'une des casquettes qu'il porte chaque jour. Il réserve ses vols, il compare les prix pour gagner 40 € sur un aller-retour, il gère ses visas pour les pays où il joue, ce qui signifie parfois remplir des formulaires d'ambassade à 4 h du matin après une défaite. Il repère les tournois les mieux dotés, il optimise son calendrier pour enchaîner 2 tournois pas trop loin, il négocie ses sponsors s'il en a, il vend sa visibilité, son palmarès, son potentiel. Je passais au moins, je pense, 7-8 heures par semaine à gérer tout ça. À gérer la programmation, à regarder les billets d'avion, à se dire « Ah bah tiens, si je fais ce tournoi, je peux peut-être enchaîner sur l'autre. Ah mais non, mais là, il y a un vol à telle heure, du coup, ça passe pas. Du coup, il faut peut-être regarder un autre tournoi, un autre moment. Mais là, dans cette liste-là, je suis qualif, alors que l'autre tournoi, je suis tableau. Ouais, mais là, du coup, le vol, il correspond pas. » Enfin, du coup, il y a plein d'éléments vraiment à prendre en compte. Mais ça m'a apporté une grosse autonomie. Et justement, de pouvoir gérer tout ça, c'est aussi une chance parce que tu apprends énormément sur plein de domaines au-delà du simple jeu.
et du match. Et pendant ce temps-là, un salarié, lui, il a une fiche de poste. Il travaille 35 heures par semaine, il a des congés payés, un accès à un médecin, un suivi RH, il est entouré. En cas de maladie, il peut être arrêté. Un joueur de tennis, rien. Si tu réussis, tant mieux. Si tu rates, personne ne vient te chercher. Donc ce sont pas les moins bons qui abandonnent, ce sont les moins solides financièrement. Et ça, c'est terrible. Dans le tennis professionnel, le top 100, c'est une ligne de démarcation. Une frontière entre ceux qui respirent et ceux qui survivent. Parce que c'est seulement à partir de cette 100e place que les portes s'ouvrent et que tu joues les grands chelems. Les nuits d'hôtel sont souvent prises en charge, les sponsors commencent à s'intéresser à toi, donc t'es dans l'écosystème et tu peux construire une équipe, recruter un coach à temps plein, te faire accompagner d'un préparateur physique, d'un kiné. Alors que de l'autre côté de la barrière, c'est une autre réalité. On l'a répété, les gains sont dérisoires. Si t'es pas dans le top 100, rien ne change. Tu continues de galérer pour trouver un vol, un visa, un sponsor. C'est ça la ligne du top 100. C'est pas un objectif sportif, c'est la porte de sortie de la précarité. Le seul moment où le tennis devient un métier viable. Alors pourquoi le tennis est-il aussi difficile à vivre financièrement? Pourquoi tant de joueurs galèrent à boucler leur fin de mois? La réponse elle est simple, mais elle est violente. Le tennis n'a jamais été fait pour être viable en dehors de l'élite. Dans le football, le rugby, le basket, il y a des clubs. T'es recruté, t'es formé et intégré dans un collectif. Tu signes un contrat, t'as un salaire, et même s'il est modeste, tu as un salaire. T'as un kiné, un préparateur physique. Dans le tennis, t'as rien de tout ça. Et tu es tout seul, et tu dois toi-même construire tout ça autour de toi. Je laisse maintenant En Tribune nous résumer leur excellente vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver en description. Salut à tous, oui sur ma chaîne En Tribune, je décrypte le monde du sport grâce à la statistique. J'ai fait cette vidéo parce que j'entendais souvent qu'il n'y avait que 200 ou 300 joueurs et joueuses qui pouvaient vivre du tennis. Ça me paraissait complètement fou quand tu penses qu'il y a 700 joueurs de foot pro rien qu'en Ligue 1 au foot. Du coup, j'ai commencé par faire une analyse des gains des joueurs en tournoi pour l'année 2024. Je vais pas rentrer dans le détail des stats, mais j'ai été hyper surpris des résultats. Déjà, si on fait une rapide comparaison entre les sports, j'ai vu que Sinner l'an dernier a gagné 19 millions, pas mal, mais loin des joueurs les mieux payés de la NBA ou de la NFL qui approchent les 60 millions, alors que là-bas, il y a des plafonds de salaire. En allant plus loin dans la comparaison, j'ai réalisé que le tennis est le sport qui redistribue le plus mal l'argent entre les joueurs. En tout cas, de ceux que j'ai pu analyser. Il y a de très fortes inégalités. C'est ce que j'ai mesuré avec l'indice de Gini. Il y a plus d'inégalités au tennis qu'au golf par exemple. Je détaille un peu plus les calculs dans ma vidéo. Les meilleurs joueurs gardent vraiment les plus grosses parts du gâteau. Et à la limite, ça peut se comprendre. Ils captent vraiment le plus gros de l'attention médiatique et font vivre le sport. Mais il faut aussi mettre ça en parallèle avec ce que génère globalement chaque sport et combien les disciplines redistribuent aux joueurs. L'an dernier, 310 millions étaient redistribués aux joueurs, contre 4 milliards rien que pour la Ligue nationale de baseball américaine. Ce qui m'a paru curieux aussi, c'est que dans le tennis, seulement 17% des revenus générés par le sport sont redistribués aux joueurs. Dans les sports collectifs, c'est pas rare d'atteindre 70%, mais au golf, on est à 23% par exemple. C'est pas facile de savoir où va le reste de l'argent. De ce que j'ai compris, c'est utilisé par la fédération pour financer les plus petits tournois. L'ATP essaye de changer les choses, mais pas assez vite au goût de Pospisil et de Djoko, qui ont créé la PTPA en 2024 pour défendre les droits des joueurs. Il y a bien sûr d'autres gains, comme les sponsors bien sûr, ou les tournois hors ATP, mais c'est des données généralement confidentielles, donc j'ai pas pu vraiment m'en servir dans la vidéo. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a plutôt tendance à accentuer les inégalités, même si l'apport des équipementiers permet d'alléger les charges de joueurs et que les tournois nationaux, hors ATP donc, permettent aussi de se rémunérer. Bref, n'hésitez pas à voir le reste de l'enquête sur ma chaîne, après cette vidéo bien sûr, et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Et c'est là qu'on comprend à quel point le tennis est structurellement brutal. Tout repose sur la performance individuelle. Le système économique du tennis est fondé sur cette logique. Plus tu gagnes, plus tu peux gagner. Moins tu gagnes, plus il est difficile de monter. C'est un cercle vertueux pour l'élite, un cercle vicieux pour les autres. Et cette logique ne laisse aucune place à l'accident de parcours. Alors on peut penser à des solutions pour améliorer les conditions de ces joueurs et joueuses. Je pense que ce qui pourrait aider, déjà, c'est qu'on puisse avoir l'hébergement pris en charge. Notamment, ça serait vraiment une grosse aide. Je pense que le prize money pourrait être augmenté un peu plus. L'idée, ça serait de redistribuer un petit peu tout ça et pourquoi pas créer aussi après une association des joueurs, parce que ça vient aussi de tout là-haut, quoi. De tout là-haut, que les joueurs aident aussi ceux qui sont tout en bas à s'en sortir. Parce qu'au final, aujourd'hui, c'est un business. Si je prends les resorts, notamment, par exemple, Monastir, aujourd'hui, c'est un business. L'hôtel gagne sa partie,
La société qui gère les tournois gagne aussi sa partie. Donc, que ce soit sur l'hébergement, sur le tournoi. Il faut savoir qu'à Monastir, si tu dors pas à l'hôtel officiel, tu dois payer pour t'entraîner. Donc, c'est vraiment tout ça. Il faudrait vraiment que l'ITF le fasse sauter pour que nous, ça nous permette justement, si on va à Monastir, de pouvoir prendre un appartement qui va nous coûter peut-être 10 fois moins cher que l'hôtel. On va pouvoir manger aussi pour moins cher. Et à côté de ça, qu'on puisse s'entraîner sans avoir à payer pour s'entraîner. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue en disant, ok, si tu dors pas à l'hôtel, tu payes moins cher, mais à côté de ça, tu dois payer pour t'entraîner. Et les tarifs pour s'entraîner sont pas donnés. Et donc, au final, tu te retrouves un peu prise par le truc à dire, je vais aller à l'hôtel. Et donc, ça encourage et ça favorise ce business-là, quelque part, qui est un business qui est fait sur le dos des joueurs et des joueuses. C'est du business, chacun veut sa part. Et on voit bien que le système n'est pas conçu pour porter tous ces athlètes. Alors on voit que les prize money en qualification de Grand Chelem ont augmenté ces dernières années, c'est bien, mais on est loin du compte. Aujourd'hui, le système il est conçu pour les instances, les fédérations. Parce qu'on rappelle que contrairement à la NBA par exemple, qui redistribue 50% des bénéfices aux joueurs, au tennis on n'y est pas du tout, on n'est qu'à 17%. Et au-delà des instances, on récompense en majorité ceux qui ont déjà atteint le sommet. 26 fois plus d'argent pour Yannick Sinner que pour le 100e mondial, on se rend même plus compte. Et pour tous les autres, autant dire que le tennis reste un pari incertain. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce normal que seul le top 100 puisse vivre confortablement du tennis? Est-ce que le tennis doit mieux redistribuer l'argent aux joueurs en dehors du top 100? Prolongeons le débat en commentaire. En tout cas, un grand merci aux personnes qui ont accepté de témoigner dans cette vidéo. Merci aussi à En Tribune, dont la vidéo très fouillée et l'extrait présent dans cette vidéo nous ont permis d'en savoir plus sur le sujet. Je vous laisse avec sa vidéo qui viendra parfaitement compléter la nôtre. Ciao!